Le Béninois le plus médiatisé de ces dernières heures. Alors qu'avec ses compagnons de lutte du Front pour un sursaut patriotique, il s'apprêtait à manifester dans les rues de Cotonou contre la gouvernance actuelle et pour une meilleure prise en compte des aspirations des populations, une information du Conseil des ministres l'accable. Son nom est cité dans une opération de dépôt à terme de montant d'environ 17 milliards de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la BIBE, banque pourtant déclarée à risque par la commission monétaire de l'UEMOA. Puis, il est soupçonné d'avoir bénéficié avec d'autres personnes de rétrocommissions évaluées à 71 millions de nos francs. Avec lui, nous aborderons ce dossier pour lequel le Conseil des ministres a autorisé des poursuites judiciaires. Nous passerons aussi les prochaines minutes à parler du remaniement ministériel vu par notre invité, des grèves à répétition dans l'administration publique, notamment les derniers développements avec les dénouements éventuels et d'autres sujets d'intérêt national. Notre invité n'est plus à présenter. Son nom, Laurent Métognon. Monsieur Métognon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans notre studio. Mais toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, comme tous les invités que nous recevons ici, monsieur Métognon, vous allez nous faire la promesse, n'est-ce pas, d'aborder tous les sujets sans langue de bois. Mais c'est pour ça que je suis arrivé, sans langue de bois. Je dirais, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous parler, comme on dit au tribunal, toute la vérité. Et rien que la vérité. D'accord. Nous allons donc ensemble faire cet exercice, monsieur Métognon. Mais avant, je suis quand même curieux de savoir si finalement vous allez arrêter un jour vos amis et vous du Front pour un sursaut patriotique, si vous allez finalement arrêter un jour de marcher dans la ville de Cotonou. Nous marcherons autant de fois que la gouvernance actuelle, celle-là qui est basée sur l'intoxication, sur l'intimidation. Cette gouvernance de type césariste, en fin de compte, qui a débouché sur une dictature. Aujourd'hui, une crise de confiance, une crise morale, éthique, est aujourd'hui la gouvernance de notre pays. Le peuple a faim et le peuple ne comprend pas jusqu'à présent ce qui lui arrive. Et vous pensez que la solution se trouve dans les marches, c'est ça? La solution se trouve entre autres dans les marches parce qu'il faut que le peuple s'exprime, que le peuple dise non seulement qu'il en a marre, mais qu'il se fasse entendre. La marche, c'est d'abord ça, porter à l'opinion internationale et aux hésitants qui sont intimidés que lorsque on a des problèmes, non seulement on s'indigne, mais on agit. Alors, et si les marches ne prospéraient pas, monsieur Laurent Métognon, avez-vous prévu d'autres formes de lutte pour faire entendre raison aux dirigeants, comme vous aurez voulu vraiment le faire? L'essentiel aurait été d'abord que nous ayons des dirigeants qui aient un taux d'écoute très fort. Or, nous constatons actuellement que le taux d'écoute est si faible que, en faisant non seulement les marches, nous avons dit, il vaut mieux qu'on s'asseye, qu'on ait les états généraux pour pouvoir revoir ensemble notre vivre ensemble, pour pouvoir revoir la gouvernance de notre pays. Quand vous parlez d'état généraux, vous parlez comme les socialistes. Si vous avez cette position-là, le gouvernement ne vous écoutera sûrement pas. Ce n'est pas seulement dans les états socialistes qu'on parle d'états généraux, mais même dans nos familles, lorsqu'il y a un problème, le chef de la collectivité, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe la famille. Et c'est pour ça que souvent on dit, le linge sale se lave en famille. Donc, on règle ces problèmes. Et ceux qui proposent cette façon de régler les problèmes par eux-mêmes, c'est ceux-là qui sont les plus généreux. Parce que lorsqu'on n'y arrive pas, et qu'avec la gouvernance actuelle, où il faut écraser tous ceux qui peuvent faire écran, tous ceux qui peuvent gêner,
c'est ce qui se passe dans un pays voisin qui arrive. Parce que lorsque le peuple n'arrive plus, c'est ce qui se passe là-bas. Or, nous n'aurions pas souhaité que cela se passe. C'est pour ça que nous disons, asseyons-nous et parlons. Mais il y a quand même un cadre national, un cadre de dialogue national. Qu'est-ce que ce cadre est devenu, M. Laurent Metognon? Est-ce que dans ce cadre, il n'y a plus du tout de discussion? Vous pensez qu'il y a un cadre de dialogue dans notre pays? Ben, on a signé dans ce pays un protocole. Ça, là, c'est au niveau des travailleurs. Oui. Le problème ne se pose pas seulement au niveau des travailleurs, le problème se pose au niveau de notre peuple. Il n'y a pas que des travailleurs. Vous avez des artisans, vous avez les vous avez les vendeurs, vous avez les choses qu'on a déguerpis. Donc, c'est un problème global. C'est un problème non seulement de la gestion quotidienne, mais de la gestion effectivement aussi de la chose politique. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est ce qu'on doit pouvoir faire. Parce que le candidat nous a fait assez de promesses quand il venait. Même si on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, mais on est obligé de les lui rappeler. Je vous dis par exemple que les promesses de réduire les pouvoirs exorbitants du président de la République. Et là, nous allons dans les détails maintenant de ce que vous reprochez bien sûr au régime. Allez-y. Mais les pouvoirs exorbitants, on constate aujourd'hui que c'est les pouvoirs exorbitants que lui-même il a. Lorsque tout est concentré à la présidence de la République, lorsqu'il y a un comité là qui doit même juger des arrêtés et pratiquement de toutes les décisions que doivent prendre les ministres dans leur ministère, les ministres font quoi? Oui, mais le président est dans ses prérogatives, M. Laurent Metognon. Est-ce qu'il y a un test qui lui interdit de fonctionner comme ça? Le test, il n'y en a pas. Mais lorsque vous avez des ministres dont vous arrachez des attributions, mais vous faites quoi de vos ministres? Les ministres ne se sont jamais plaints. Est-ce qu'ils se sont plaints officiellement? Est-ce qu'il y a des ministres qui peuvent se plaindre face à ce président que nous avons aujourd'hui dans notre pays? Mais les gens vous disent d'abord qu'ils vont faire mandat unique. Mais il a suffi que la Constitution, alors que lui combattait la révision de la Constitution, il introduit par une filière même non orthodoxe au Parlement la révision de la Constitution. Il a fallu que le peuple se lève. Il a fallu qu'on aille faire sit-in couché à l'Assemblée. Constitution est rejetée avec des propos vraiment horribles. C'est là où je parle de crise morale. Parce qu'on nous dit que c'est l'argent qui a fait le travail là-bas. Il a suffi seulement que cette constitution soit rejetée pour qu'on nous dise qu'on va aviser. Un président va dire qu'il va aviser le peuple. Ou bien c'est le peuple qui doit aviser. On nous dit, parce qu'on a rejeté, on va gouverner par la ruse et la rage. Et on constate aujourd'hui que c'est la politique de la ruse et de la rage. Lorsqu'on nous a promis même qu'on doit pouvoir respecter les libertés fondamentales, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes dans ce pays, quand on a voulu faire les premières marches, on nous a parlé de ligne rouge. Celui qui a parlé de ligne rouge n'a pas été ramené à la raison par le président de la République qu'on a élu. Oui, mais entre-temps, le président l'avait rappelé à l'ordre par rapport à une interdiction de marche, donc les lignes ont bougé un tout petit peu. Les lignes ont bougé face à la résistance du peuple de jouir des libertés. Parce que, qu'on veuille ou pas, ces libertés, nous les avons conquises au prix de lourds sacrifices. Je me rappelle ce 11 décembre 89. Tout le peuple qui réclamait la liberté et le pain. Donc, ce que nous avons obtenu, on ne devrait pas nous autoriser à le faire. Et c'est ça le plan fondamental qui est posé. Et lorsque je parle de liberté fondamentale, c'est non seulement y compris les libertés de presse. Aujourd'hui, on va nous dire que la presse est libre dans notre pays. Je ne pense pas. Est-ce que des journalistes se sont plaints d'être muselés? Les journalistes ne se plaignent pas. Mais le peuple constate aujourd'hui que la presse, alors que quelqu'un a dit que lui ne veut pas avoir de pouvoir exorbitant, a orienté toutes les presses pour être avec lui. Et lorsque vous êtes une presse
qui ne fait pas la même chose, vous avez des problèmes. Malheureusement, je suis sur cette chaîne-là. On dira que c'est parce que je suis sur cette chaîne-là que ça te parle. Mais qu'on veuille ou pas, questionnez les Béninois, ils vous diront que la seule chaîne sur laquelle la liberté est plurielle, l'expression est plurielle aujourd'hui, c'est FM, c'est la radio sur la FM. Alors là, pour effectivement étouffer cette liberté, ce droit à l'information, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ce qu'on n'a jamais eu dans ce pays, même sous Kérékou, il est vrai, sous la dictature, sous le PPV, il n'y avait pas plusieurs chaînes et autres là, d'accord. Mais lorsque la démocratie est venue, depuis 90, après la conférence, où il y a eu une pluralité d'informations, il y a eu plusieurs chaînes, plusieurs télévisions qui ont été créées, on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui où on peut brouiller, on peut pirater toute une chaîne pendant 24 heures. Sevrer les auditeurs de leur chaîne préférée, dire que c'est une radio comme on parle des 1000 collines, alors que ici, tous ceux qui veulent parler, en tout cas pour ce que j'ai suivi jusque-là, la parole est donnée à tout le monde. Est-ce que vous avez cherché à aller sur notre chaîne, on vous a refusé l'accès, M. Metognon? Dites non. Les chaînes sur lesquelles je peux aller le plus facilement aujourd'hui, c'est par exemple Radio Passé, c'est les radios communautaires. Et à Cotonou, les radios... Mais vous avez des difficultés, non seulement ils ne peuvent plus vous inviter, mais lorsque... Mais moi j'intervenais sur Radio Tokpa avant, non? Pour vous faire inviter? Est-ce que vous avez essayé de vous faire inviter? Mais vous les invitez même pour des manifestations, ils viennent, ils prennent, ils ne diffusent pas. Ça dépend de ce qu'ils doivent diffuser. Et ça là, l'ORTB en est champion. La radio nationale. Mais on s'est battu sous le PFPB. On s'est battu même après la conférence nationale. Même tout récemment en 2017. Et en 2015, j'ai conduit une marche vers l'ORTB pour pouvoir dire nous avons droit également aussi au service public. Vous avez espéré qu'avec le nouveau régime... ça devrait changer. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas appris, on voulait faire un meeting, le meeting du 13 qu'on a organisé, le FSP a organisé à la Bourse du Travail. L'équipe était prête, mais on lui a dit ne t'en va pas. On a dit à l'équipe de ne pas aller couvrir. Parce que là, on sait que le langage ne sera pas le langage que veut le suzerain. Il faut alors ne pas aller couvrir. Vous voulez dire que la presse actuellement ne travaille pas librement, Monsieur Laurent Metognon, mais il y a quand même possibilité pour vous de lire des sons de cloche contraires. Des sons de cloche contraires, vous ne verrez pas beaucoup de journaux qui en parlent. Vous verrez peut-être 2 ou 3 ou 4 journaux qui en parlent. Mais lorsqu'on vous a parlé au cours de la conférence du FSP des journaux siamois, tout à l'heure on viendra peut-être sur l'affaire de la CNSS, mais tous les journaux qui sont sortis le vendredi, c'est les mêmes titres. Vendredi ou jeudi, la veille de la jeudi, oui, le jeudi. Mais c'est les mêmes titres. Les mêmes. Le seul dont le titre paraissait un peu chaud là, c'est l'actualité, qui a dit que chaud là à la caisse, les cadres, c'est celui qui n'a pas marqué de nom. Mais sur tous les autres journaux, vous avez ma photo et vous avez un problème qu'on pose qui n'est même pas encore réglé. Et je suis indexé comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'était l'information. Monsieur Laurent Metognon, le Conseil des ministres a publié un communiqué, la presse s'en saisit et fait le relais. Monsieur le journaliste, oui. Je pense que je vais d'abord revenir à la malgouvernance là. On reviendra sur plein de choses là. Dans la mesure où je disais que par rapport à cette malgouvernance, on nous a promis de dépolitiser l'administration. Je ne peux ne pas cesser de vous remercier parce que au moment où on menait la lutte contre la politisation à outrance de l'administration et vous étiez à Cotonou, mais je suis passé plusieurs fois par rapport à cette question, par rapport au concours frauduleux de suite. Vous nous avez ouvert vos micros, Radio Tokpa également, cela avait fait en son temps. Aujourd'hui, l'administration est dépolitisée. On nous a dit, elle n'est pas dépolitisée. On nous a promis... Même pas un tout petit peu? Rien du tout, elle est plus politisée. Mais j'ai déjà dit, depuis 2016, que l'administration aujourd'hui est plus politisée qu'elle l'était hier. Qu'est-ce que vous appelez administration politisée? Une administration politisée, c'est une administration où ne travaillent que ceux qui sont au niveau des gens de la cour et de la basse-cour. C'est-à-dire où c'est seulement des parents, c'est seulement des amis. Ceux qui sont fidèles, c'est eux qui travaillent. Et c'est le cas aujourd'hui? Mais c'est le cas aujourd'hui. Vous n'avez pas écouté les travailleurs des affaires étrangères? Sur les 36 ambassadeurs, vous n'avez pas vu combien ils ont dit? Qu'il y a plus de 30 qui sont
des frères ou cousins ou des amis du président de la République. Aujourd'hui, ce qu'on regrettait hier, ce qu'on disait hier, que dans l'administration, on doit pouvoir quand même faire des appels à candidature. C'est ce qu'ils ont promis. Depuis qu'on est au pays là, vous avez vu une annonce d'appel à candidature pour occuper un poste de directeur technique dans notre pays. Mais il y a quand même des candidatures ou des dossiers déposés sur Internet dans une base de données pour permettre cette base de données la présidence. Elle fonctionne comment? Elle a fonctionné, on vous a dit. Vous avez cherché à savoir? Mais bien sûr, moi j'ai cherché à savoir. Elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Elle ne peut pas fonctionner. Parce que ce qu'on critiquait hier, mais, ne savait que transposer. Parce qu'il faut chercher à caser ce qui était de la première heure. Et c'est ce qu'on constate jusqu'à présent. Donc, on ne me disait pas que notre administration est dépolitisée. Et lorsqu'on nous a parlé de ces réformes politiques et institutionnelles, puis c'est là où on dit, mais vous avez voté pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais on nous avait donné le contenu des réformes. Est-ce qu'on nous a dit que parmi les réformes institutionnelles et autres là, on allait changer notre constitution dans ces conditions-là? Ou lorsqu'on a rejeté, maintenant, on essaie de saucissonner les lois scélérates qu'il y avait déjà dans la révision de la constitution qu'on a rejetée. Par la ruse et la rage, maintenant là, on saucissonne et on fait voter sur la loi sur l'embauche, la loi sur les collaborateurs extérieurs, la loi sur le renseignement, tout ça. Mais on a besoin, notre peuple a besoin de ça. Lorsqu'on doit en arriver là, à la profondeur de cette politique, de cette réforme, il faut qu'on s'asseye. Oui, mais pourquoi est-ce que, comme vous l'avez fait pour la révision de la Constitution, vous ne vous êtes pas mobilisé pour le vote de ces différentes lois réintroduites comme... Mais les choses se font en catimini à l'Assemblée. Mais ce qui est sûr, lorsqu'il était question de la loi sur l'embauche, de la loi sur les collaborateurs extérieurs, mais nous avions manifesté. C'est par là que nous avons commencé d'abord, avant d'aller à la révision de la Constitution. Et les choses se précipitent aujourd'hui dans notre pays où vous n'êtes pas... C'est-à-dire même le programme de l'Assemblée nationale, les points inscrits à l'ordre du jour, il y a certains points qui sont sautés sciemment. En tout cas, ce sont les députés qui le disent aujourd'hui. Et lorsqu'on nous dit, tout à l'heure, quand je parlais de centralisation du pouvoir... Vous dites certains députés, les députés de la minorité. Certains députés, c'est les députés de la minorité. Les 22 qui étaient avec nous au meeting. Mais lorsque vous les écoutez aujourd'hui, au moins c'est ceux qui se rapprochent du peuple aujourd'hui et qui voient les vrais problèmes de notre peuple aujourd'hui. Et lorsque ceux-là arrivent à nous dire que nous avons une Assemblée nationale qui est vassalisée, mais ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale qui est vassalisée. Vous ne voyez pas comment on ridiculise la Cour constitutionnelle dans notre pays aujourd'hui. La Cour constitutionnelle qui prend des décisions et dit que des lois sont déclarées anticonstitutionnelles. Mais vous avez vu notre chef d'État revenir là-dessus? On en a dénombré jusqu'à 17. Alors que ce candidat, quand il était candidat, nous a dit, lorsque l'État ne respecte pas les décisions de la justice, on est dans un État voyou. Mais alors là, on est dans quel État aujourd'hui? Lorsqu'il y a plus d'une dizaine de lois rendu non conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle et il ne revient pas là-dessus. Ça pose problème. Lorsque, aujourd'hui, les magistrats, ceux qui veulent parler quand même un langage citoyen, pas concernant les dossiers qu'ils ont, mais par rapport à la vie quotidienne aujourd'hui des Béninois, on dit qu'ils sont des politiciens. Et là, il faut leur rendre la vie difficile. Lorsqu'on ne veut pas d'un greffier quelque part, il faut alors affecter. C'est ça qui a été à la base des derniers mouvements au niveau de la justice. Les affectations arbitraires, et de suite. Lorsque nous avons un chef d'État qui dit que lui, il va réduire ces choses-là, et qu'on voit que c'est lui qui régente tout, ça pose problème. Monsieur Laurent Metognon, finalement, vous dressez un tableau totalement sombre de la gouvernance Talon. N'y a-t-il rien de positif depuis bientôt 2 ans? Vous devez quand même pouvoir applaudir quelques actions. Je ne peux pas applaudir lorsque, dans notre pays aujourd'hui, la plupart des secteurs clés de notre pays, de notre économie, sont sous le contrôle du président de la République.
le port autonome de Cotonou, par lequel tout doit rentrer. C'est aux mains du président de la République avec son PVI. Lorsque aujourd'hui, l'agriculture qu'on a dit... C'est une réforme que les douaniers ont applaudi, le PVI, M. Métoyon. Non. On a écouté les douaniers et ils sont satisfaits de cette réforme. Non, vous avez écouté les responsables douaniers. Ah donc ils sont différents des agents de douane? Vous n'avez pas écouté les douaniers. Vous avez écouté certains de leurs responsables. Ça là, Qui parlent en leur nom? Non, non. Si vous écoutez le directeur de la douane, vous n'avez pas écouté le directeur qui parle au nom des travailleurs. Si j'écoute le secrétaire général du syndicat... Même si vous écoutez le secrétaire général aujourd'hui, oui. vous devez pour laquelle savoir est-ce que c'est une décision qui a été prise en Assemblée générale. Dès lors que cela n'a pas été pris en Assemblée générale et que c'est une décision, ou du moins c'est ce que lui il a pensé, il a dit, je ne pense pas que ce soit alors la réalité. Lorsque aujourd'hui dans notre pays, ou du moins historiquement, on a dit que le Bénin est un pays de transit, ce qui reste vraiment démontré, en tout cas on est un pays de transit, mais que c'est l'agriculture qui est à la base du développement de notre économie. Et que ce secteur soit régenté par un seul homme qui écrase tous ceux qui doivent venir dans ce secteur. Le coton, aujourd'hui par exemple, le secteur agricole. Et on a démantelé certainement ce secteur au point où les licenciements au niveau des structures, vous avez vu comment ça s'est passé, donc plus de 1000 et quelques. Oui, mais le président Talon n'est pas nouveau dans le secteur du coton. Il n'est pas nouveau dans le secteur, mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul dans ce secteur. Il n'était pas le seul. Aujourd'hui, il est le seul dans ce secteur. Avec son AIC, ça, son déco et autres là, il est le seul dans ce secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les secteurs les plus porteurs de notre pays, le constat qu'on fait aujourd'hui, eux on tire la sonnette d'alarme, on avertit les Béninois pour ne pas être surpris demain, c'est que le trésor financier qui est en train d'être construit, c'est ça qui sera le trésor de guerre du président demain contre tout un peuple. C'est-à-dire le seul riche au Bénin, détenant tous les secteurs clés, les secteurs vitaux de l'économie de notre pays. C'est ce qu'on est en train de constater. Même toutes les décisions qui ont été prises, affermage par ici, et mise en concession par ici, privatisation par ici et de suite. Mais ça n'a qu'un seul objectif. Mais vous pensez que moi je peux aller dire tout ça là à l'ORTB, on va me laisser? Je ne peux que venir sur une station qui est aujourd'hui brouillée. Je ne sais pas si je suis même en train d'être écouté à Cotonou aujourd'hui. Là où on est là. Donc, mais lorsqu'on en arrive là, cette privation d'information, cette privation des libertés, la conclusion ou bien l'objectif, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et lorsqu'on commence comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On intimide, on intoxique, on ment, on ment. Vous voulez dire que vous êtes intimidé, vous, Laurent Métoyon? C'est qu'on est en train d'intimider les jeunes d'aujourd'hui. Ceux qui doivent pouvoir se battre. C'est le sentiment que vous avez? C'est la réalité. Parce que moi, d'abord je suis d'un certain âge, et j'ai mené les luttes jusqu'à l'heure où je vous parle, malgré l'âge, malgré la retraite. Et j'ai vu beaucoup de choses dans ce pays. Toutes les intoxications, tous les mensonges qu'on peut faire, j'en ai subi. Et je ne peux pas être perturbé, je ne peux que être... C'est-à-dire, je ne peux que sourire parce que je me dis, mais c'est la même méthode, ça. J'ai déjà subi ça. Mais nous avons quand même vu, à l'arrivée du président Patrice Talon, l'annulation des concours. Vous avez souhaité cela, Métoyon, à l'époque, et c'est arrivé. Nous avons vu que il y a des recrutements qui se font récemment. Des appels ont été lancés pour recruter des agents dans différentes catégories, dans différents secteurs. Ça bouge quand même dans le pays, il faut le remarquer. Mon ami, donc là... Pourquoi vous soupirez? Je soupire parce que quand j'étais à la marche la dernière fois, oui, j'ai failli couler des larmes quand j'écoutais les femmes de Saint-Michel et de Dantokpa. Nous avons faim. Nous ne vendons pas. Mais c'est ceux-là qu'il faut aller écouter. Ce n'est pas la minorité de la petite classe qui a son salaire ou qui a sa pension. Encore qu'aujourd'hui, les étudiants, l'inscription à l'université, c'est un problème. Et c'est les mamans là qui payent. Aujourd'hui, on veut créer l'excellence dans un pays où on a l'école est en ruine. Il faut avoir 14 de moyenne à l'université pour pouvoir avoir la bourse. Et pour s'inscrire, il faut payer
déjà 25 000 francs, juste pour l'inscription. Ça là, c'est pas chaud là. Vous rentrez, c'est des chômeurs que nous avons aujourd'hui. Rentrez au port, avec peut-être ce qui se passe avec Marseland actuellement. On veut vider les gens juste pour être les seuls patrons. Ceux qui peuvent être là. Lorsqu'on pense que vous êtes un concurrent, on vous écrase. Lorsqu'on pense que, on voit que vous pouvez apporter la contradiction, on vous écrase. Mais moi, je dis que ça ne passera pas. Nous ferons tout. Parce que ici, c'est la terre des Béanzins, de Kaba, de Bioguera, de Pascal Fantonji, de Don Clam, de Laurent Métonnion et ainsi de suite. C'est à nous. Pourquoi vous mettez mon nom dedans, monsieur? Parce que je dis que tu es un citoyen péninois. D'accord. Tu es un citoyen péninois et tu as droit à la répartition de la richesse du Bénin. D'accord, mais ici, moi, je vous pose des questions, donc votre lutte, je vous elle permets... vous concerne aussi. Oui, d'accord, mais pour le moment, moi, je ne suis pas engagé comme vous l'êtes. Comme moi. Oui, vous êtes très engagé, et je vous pose des questions par rapport à votre engagement, monsieur Laurent Métonnion. Alors, donc, quand nous récapitulons jusque-là, vous ne m'avez pas encore dit ce que vous avez apprécié. Ce qui est mauvais, oui. Ce qui est pire, est plus que ce que tu dis là, concours annulé. Ça là, c'était... Ce concours était déjà annulé avant. Hein. Et vous vous rappelez que pendant cette lutte, tout ce qu'on a dit de Métonnion Laurent, on a même posté ma photo avec la photo de celui qui est vice-président ou bien qui est Bokol. On avait mis ma photo avec lui. Parce que c'est eux qui finançaient. Mais c'était pas une photo tronquée, c'était une photo réelle. Ah, moi je ne sais pas. Mais moi, je sais Comment pas. vous ne savez pas? Puisque la photo, vous êtes pas moi reconnu, je suis jamais assis. Moi je suis jamais resté assis à côté de Bokol Olivier. Et d'où vient cette photo alors? Eh bien, il faut qu'on ait posé la question aux internautes ou bien à ceux qui écrivent sur les réseaux. Et voilà ce qu'on avait dit. Donc, l'intoxication hier, doublée aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Allez poser la question à Bokol Olivier si lui me finançait pour pouvoir faire les mouvements. Vous trouviez l'argent où? Au Parti communiste où je paye ma cotisation. Dès la fin du mois, là, maintenant, quand je vais payer, je vais te remettre le reçu. Ou bien, à la sortie du studio, je te remettrai pour 2017 tous les reçus. Je paie le 10e de ma pension. Et c'est avec ça que vous organisez... C'est avec ça que nous faisons au rythme de ce que nous faisons et de ce que nous avons, toutes les activités que nous menons. Oui, mais monsieur Laurent, du coup, concours annulé et autres, là, c'est pas ça qui va arriver aujourd'hui. Mais ceux qui sont recrutés, ils sont combien dans la fonction publique aujourd'hui? Ceux qui sont recrutés dont on parle. Je ne pense pas. Donc, du coup, lorsque, chez moi, ce que vous faites est pire que le bien, le peu de bien qu'il y a là, on ne considère plus le bien que vous avez. Les gens ne mangent pas dans notre pays. Les gens sont déguerpis. Les gens font grève. Regardez au niveau de la santé, où les travailleurs sont en grève depuis plus de 2 mois. Le président de la République veut mettre en affermage. Et là, quand ils vont arracher tout ça à privatiser, quand on sera malade, on va aller payer au guichet, ça ira tout dans leur poche. On peut vivre comme ça dans un pays. Oui, mais le ministre d'État a déjà conduit une rencontre avec ses pairs de la santé et de la fonction publique, avec les travailleurs du secteur de la santé. Et donc les lignes ont bougé, il y a eu des promesses qui ont été faites. Oh, les promesses. Au-delà des promesses, il y a même des actes concrets qui ont été posés. Le problème de promesses, ce n'est pas de ça qu'il est question. Le président Patrice Talon, quand il était candidat, il nous a dit que si lui et le Dissou veulent se soigner, ils iront en France. Mais le pauvre béninois, il ne peut pas se soigner parce qu'il n'y a pas de plateau technique. Solution urgente. Donc là, est-ce qu'ils ont déjà commandé au moins, ne serait-ce que 5 ou 6 plateaux techniques? C'est concret ça. Est-ce qu'ils ont fourni les médicaments des premiers soins d'urgence dans nos hôpitaux? C'est de ça qu'il est question. Voilà. Puisque les grévistes ne demandent pas d'augmentation de salaire. Donc, voilà ce que moi je pense. C'est pour ça que je dis, moi je ne vois pas de ligne à avoir bougé dans ce domaine. Donc, vous ne voyez pas non plus l'effort du chef de l'État lorsqu'il a décidé de rencontrer les agents de la justice. Il les a rencontrés pendant plusieurs heures. Ils ont fini par accorder leur violon sur certaines choses. C'est déjà un pas, monsieur Métonnion. Au moins, le dialogue est fait de ce côté-là. Est-ce qu'on avait besoin de remonter d'abord jusqu'au chef de l'État? Non. On n'avait pas besoin de remonter jusqu'au chef de l'État pour régler des problèmes. Le ministre de la Justice a essayé, ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est ça le problème de la concentration. Ça veut dire que le ministre de la Justice il ne pouvait pas régler parce que la clé de la solution était avec le président de la République. C'est tout, il n'y a pas à aller chercher ailleurs. Donc, et c'est ça ce que j'ai appelé tout à l'heure, concentration de tous les pouvoirs dans les mains
d'un seul personnage. Donc, tant que ce sera comme ça, vous allez continuer à Tant que ça marcher. sera comme ça, nous allons continuer par parler, nous allons continuer par faire le bruit, et c'est ce que nous avons fait jusque-là pour qu'eux-mêmes ils arrivent. Pourquoi ils arrivent aujourd'hui? Ils étaient en France, non? Et demandaient aux gens de venir à Paris, non? Au moins, ça, je peux ouvrir la confidence là aujourd'hui. Vous êtes allé? Beaucoup Olivier m'a appelé de venir en France. Je dis, mais Est-ce que vous êtes allé? J'ai dit, mais vous me connaissez moi? Il dit, non, on va t'envoyer de billets d'avion. Et tu vas venir avec les choses de suite. Je dis, moi, non. C'était pourquoi? Moi, je ne sais pas. J'ai dit, j'ai des convictions. Je me bats ici pour tout ce qui est contre les libertés. Et vous êtes exilés. On fera tout pour que vous reveniez. On lui a dit, maintenant, si c'est pour discuter avec le Parti communiste du Bénin, nous avons un représentant à Paris. Il s'appelle Gilbert Kouassi. Prenez contact avec lui. Il n'a jamais pris contact avec lui. Parce que nous, on ne peut pas nous vassaliser. Et pourtant, le Parti communiste du Bénin a soutenu l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Non, vous connaissez bien la logique. C'était quoi? Contre la France-Afrique. Nous étions contre la France-Afrique. Nous ne voulions pas du tout que ce soit encore plusieurs années d'indépendance, même s'il y a une indépendance nominale, que ce soit de façon visible qu'on nous amène un dodge. C'est pour ça que nous avons dit. Et nous avons même dit, si au second tour, même si c'était le président Enro Atao, l'acteur honorable qui était face à Zissou, qu'on allait appeler à voter pour Atao. Et vous ne regrettez pas aujourd'hui? Nous ne pouvons pas regretter puisque juste, ne serait-ce qu'après 5 ou 6 mois, nous avons déjà commencé par dire non. C'est pas parce que je t'ai dit, viens gouverner, et quand tu commences mal, que je puisse te soutenir. C'est ça la différence avec nous. Donc, dès qu'on a constaté en décembre 2016 que ça allait mal, on a dit non, voilà. Et on a caractérisé le pouvoir de dictatorial de type césariste. Dictatorial de type césariste? Bien sûr. C'est-à-dire? Mais la concentration, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est lui. Il n'y a que Jules César, c'est lui qui décide de tout. D'accord. Monsieur Laurent Métognon, l'actualité, c'est aussi le remaniement ministériel. Nous allons en parler. Vous avez suivi les jeux de chaises musicales, oui, les déplacements au niveau de la nouvelle équipe gouvernementale. Est-ce que cela vous satisfait en tant que travailleur? Est-ce que cela vous satisfait en tant que Laurent Métognon? Vous rigolez? Pourquoi? Je rigole parce que le premier gouvernement, j'étais intervenu sur Canal 3. Et j'avais dit que le gouvernement ne donnera rien. Et j'ai cité des personnes pour dire, lorsque je vois l'avocat personnel, je me dis qu'est-ce qu'il va venir faire là. C'est un Béninois? Oui. Il a le droit d'aller au gouvernement? Mais j'avais caractérisé comment ça pouvait être et ça n'a pas raté. J'ai dit, le ministre de tutelle de mon ministère, le comptable, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il est comptable de l'intéressé. J'ai cité Dassigli, avec tout ce qu'il y a comme dossier au-delà. J'en ai cité plein. Les gens avaient dit, ah non, qu'est-ce que lui dit là maintenant? J'avais vu très tôt. Donc du coup, ce qui s'est passé pour moi là, c'est non avenu. Qu'est-ce qui va changer? On dit qu'ils sont aujourd'hui 3 à gouverner. C'est-à-dire, en dehors de cela, les autres, c'est comme nos députés. Les ministres là, ils font quoi? Ils sont aussi vassalisés. C'est-à-dire que, attends, vous pensez que le ministre peut regarder tout droit dans les yeux de Patrice Talon et parler? Mais c'est pas la faute de Patrice Talon. Si les ministres ne le font pas, c'est leur faute. Mais c'est comme ça qu'on les a fait chaud là. Qui leur a fait ça? Lorsque hier on était tellement ensemble qu'on a fait trop de choses. Aujourd'hui, toi tu vas faire des reproches? Non, soyons concrets. Il ne faut pas qu'on distrait le peuple aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui ne veut pas qu'on partage avec lui le pouvoir. Il faut que ce soit lui et lui seul. Il dicte ça chose-là. La belle preuve, quand il n'est pas là, vous ne pouvez pas faire conseil des ministres, non? Vous ne pouvez pas. Et est-ce que même toutes les décisions qui viennent au conseil des ministres sont débattues, toutes les questions sont débattues en question? En tout cas, là n'est pas l'essentiel, mais moi je pense que le remaniement ministériel là, donc vous pensez que cette deuxième équipe n'apportera rien non plus? D'accord, si elle doit apporter quelque chose là, je veux savoir si les étudiants auront leur prime. Si les étudiants pourront étudier librement, si on pourra alors, ces femmes déguerpies, par les microcrédits qu'on donne là, pas du tout, c'est pas ça qui va régler le problème. Ces femmes qui sont déguerpies, où on apprend qu'on veut faire... Non, il y a plein de trucs de malgouvernance. Les gré à gré qu'on a fait depuis qu'on... Les gré à gré se prenaient en conseil des ministres. Et après, le 2 juin ou le 3 juin, on nous sort un papier pour dire qu'il nous est revenu que... Alors que les choses se prennent en conseil des ministres. Mais de qui veut-on te montrer? De qui veut-on se moquer? Ou bien qui veut-on distraire? Non, je ne pense pas.
Mais il y a quand même des ministres... Et la solution qu'on trouve, c'est que désormais, tout doit se faire en conseil des ministres. Alors qu'on a une direction nationale de contrôle des marchés. Elle va faire quoi? On a une institution qui est chargée de faire tout ça là. C'est ça que j'appelle la concentration. Vous pensez que vous ne pouvez pas une décision aujourd'hui? Les ministres sont libres, je ne pense pas. Oui, mais vous pensez que le chef de l'État peut concentrer des pouvoirs dans un gouvernement où nous avons 2 ministres d'État qui ont quand même une forte personnalité. Le ministre Abdoulaye Biotchane n'est pas né de la dernière pluie. Le ministre Koupaki qui entoure également le chef de l'État et qui est donc au niveau de la présidence de la République. Vous pensez que le président peut concentrer les pouvoirs avec des têtes fortes comme celle-là? Et vous pensez que le ministre Koupaki, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, pas comme problème, c'est-à-dire les 2 décrets là dont les gens parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que je lis aussi, ou bien dans le... Et vous pensez que ça honore quelqu'un, tout ça là? Non, je ne pense pas. Le président Biotchane, donc il a une certaine... non. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Parce que eux ne peuvent pas se laisser vassaliser. Non, ils se laissent vassaliser. Ils sont tous vassalisés. Sinon, il y a certaines choses qu'on devrait voir. Vous ne pouvez pas avoir un pays où les opérateurs économiques dont on a besoin pour le développement, parce qu'on a besoin quand même de ces patriotes-là pour accompagner l'économie. Mais lorsque ces opérateurs économiques ne peuvent pas faire quelque chose, et soit c'est des redressements fiscaux, ou bien c'est des harcèlements de suite, vous pensez qu'un seul peut diriger et développer notre pays? Encore que ce que lui fait le coton, c'est une culture de rente. Ça ne va qu'à l'extérieur. Aucune machine. Est-ce que le président a pensé mettre une petite industrie pour qu'on puisse transformer ces choses? Il n'y en a pas. Mais dis donc, dans ma langue, on dit la seule main ne peut pas donner du bruit, il faut les 2 ensemble pour que ça puisse donner du bruit. Alors là, c'est concret ce que je dis, c'est pas abstrait. Mais est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite en besogne? Il n'y a même pas 2 ans que le régime s'est installé. Monsieur Laurent Métognon, vous ne pouvez pas patienter un tout petit peu, observer encore plus les choses avant de tirer les conclusions? On nous a dit de serrer la ceinture. Oui. On est à quel niveau aujourd'hui? Il faut 2 ans d'abord, avant. Oui, alors que le président dit d'attendre 2 ans. La marmite qui mijote là, on voit qu'eux se servent, non? Ah, ils se servent? Lorsqu'on a parlé des salaires mirobolants là, des collaborateurs extérieurs et des ministres, est-ce qu'ils sont venus, quand on l'a dit là, est-ce qu'il y a eu un communiqué de la présidence pour démentir cela et nous donner les véritables choses là? Dans tous les pays, c'est sur le net qu'on trouve les salaires des ministres, non? En quoi ça devait être caché? Puisque c'est des fonds publics. Est-ce que c'est caché? Mais c'est caché puisque quand on donne les montants, personne ne contredit. Quand on a parlé de 16 millions ici, de 8 millions ici, quelqu'un a contesté, il y a eu un communiqué officiel pour le dire, donc ça veut dire que c'est la réalité. Pendant ce temps alors là, combien gagnent alors les fonctionnaires de l'État par rapport au coût de la vie aujourd'hui? Donc, je pense que cette gouvernance, elle est dangereuse. Il faut vite l'arrêter. Alors, Monsieur Laurent Métognon, nous allons maintenant parler de cette affaire qui défraie la chronique. Et vous le savez très bien, la veille, vous l'avez dit, la veille de votre marche avec le Front pour un sursaut patriotique, le Conseil des ministres a parlé d'un dépôt à terme de plusieurs milliards de francs CFA à la BIBE, malgré justement la situation critique de cette banque. Monsieur Laurent Métognon, pourquoi avez-vous déposé autant de milliards à la BIBE malgré l'alerte de la commission monétaire de l'UEMOA? Merci pour cette question. Vous savez, c'est un problème qui était posé depuis pratiquement mai-juin, quand j'avais dénoncé le concours frauduleux de la CNSS. Et vous faites un rapport avec... Je fais le rapport. Puisque vous avez ces journaux-là que j'ai amenés, l'Indépendant, scandale et grave révélation sur les 3 ans de gestion de Métognon Laurent. Et Métognon a placé 12 milliards dans une banque en difficulté, l'image du PCB TMI. Donc, c'est un vieux problème qui était posé. Je l'avais banalisé parce que je me disais, bon, d'accord, des articles signés par AAA, je ne peux pas savoir qui c'est. Et lorsque je vois ces titres, je me suis dit, bon, mais c'est de Laurent Métognon qu'on parle ou bien de qui? Ou bien est-ce qu'on parle d'un problème qu'on ne connaît pas? Mais lorsque le Conseil des ministres se réunit et en parle, je dis, alors ça devient sérieux. Et si ça devient sérieux, lorsque je prends
résumé, ou du moins le relevé du Conseil des ministres. C'est vrai, c'est la commission bancaire de l'UEMOA, et on dit que les résultats de cette vérification ont révélé que les dirigeants de la CNSS ont souscrit à des dépôts à terme auprès de la BIBE contre le versement de commissions à leur profit. Bien. Moi, je dois pouvoir d'abord dire quel est le processus, c'est-à-dire la procédure au niveau de la CNSS. Nous avons d'abord un document de politique de placement. Et dans ce document, l'analyse de la performance du portefeuille se fait par la direction générale. C'est-à-dire, c'est eux qui apprécient la qualité des dépôts à terme afin de voir s'ils doivent être prolongés ou écoutés. C'est eux qui doivent voir la fréquence des entrées de fonds et quelle est leur importance. Ceci pour permettre de négocier d'avance les placements. Et lorsque on voit les organes de décision, l'organe de décision, il y en a deux. Lorsque la banque envoie l'offre de placement, la lettre est adressée au directeur général. Le directeur général qui l'a faite, et là j'ai par exemple une correspondance de la BIBE, une correspondance en date du 23 août 2014, objet offre de placement à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le directeur l'a faite à son assistant au directeur financier et technique, et à son directeur financier et comptable. Et il annote pour dire pour les contacts et négociations des taux. Quand il soit de faire ça, nous on ne peut pas le savoir au niveau du conseil d'administration. Quand est-ce que nous on est saisis? Lorsque ce comité de premier niveau, à savoir le directeur général, son adjoint, le directeur financier et d'autres directeurs techniques, c'est quand ils font leur étude, parce qu'eux sont des techniciens. Lorsqu'ils font leur étude, ils donnent un avis favorable. Donc ils motivent, ils donnent un avis favorable. Lorsque cet avis favorable est donné, ils introduisent une communication au conseil d'administration. Le premier rôle que joue le PCA que j'étais, c'est-à-dire le premier responsable des administrateurs, c'est de convoquer la session extraordinaire, parce que ça se fait souvent en session extraordinaire. Lorsque la session extraordinaire est convoquée, le directeur général et son directeur financier et comptable présentent la communication, motivent. Lorsqu'ils finissent, puisque nous avons déjà la communication avec leur avis favorable qu'ils ont donné et le taux, le conseil d'administration ouvre un débat entre eux. Nos commissaires aux comptes sont là, mais ils ne participent pas à la prise de décision parce que c'est les membres du conseil d'administration qui doivent prendre le conseil d'administration. Lorsque chacun parle, motive, donne ses raisons, et de suite, le président du conseil d'administration que je suis, je fais la synthèse. Et la synthèse, si c'est le placement qui doit pouvoir se faire, on dit oui, on prend la décision d'autoriser la direction générale à faire le placement. Comment est-ce qu'ils vont mettre les sous à la disposition de la chose? Nous, on ne peut pas le savoir. Puisque ici, le document que j'ai, c'est bien mis que c'est eux qui vont négocier les taux. Et c'est normal, puisque c'est eux qui doivent négocier le taux, tout ça, et ainsi de suite là. Nous, pour le cas de la BIBE, le taux était très alléchant, 6,80%. Il n'y a pas de banque au Bénin qui offre ça. Mais vous saviez que la banque avait des soucis? Est-ce que vous le saviez? La banque n'avait pas de soucis puisque la même commission bancaire, après la restructuration qui avait été faite et autres, on nous a envoyé un document avec des arrêtés. Et dans ces arrêtés, c'était bien dit que la banque, et là c'est le document, vous voyez ici, brève présentation de la Banque internationale du Bénin. Et dans ce document,
vous avez les arrêtés qui ont été pris par le ministre Guyon, le ministre de l'économie à l'époque, et on nous dit que la banque dispose au moment de la chose, là c'est un document d'août 2014, qu'elle dispose maintenant des atouts certains pour un partenariat fructueux avec les opérateurs économiques, même les plus exigeants. Il y a plein de raisons. On ne va pas donner tout ça là ici parce que on pensait que c'est venu donc, à partir de là, vous avez trouvé que c'était sécurisant. De là, encore qu'au sein de la commission, nous avions un administrateur qui était au conseil d'administration de la BIBE. Donc, nous avions toutes les garanties. Et mieux, lorsque vous prenez même le conseil d'administration, le problème se pose plus même en termes de banques non sécurisées et autres là. C'est plutôt les 111 millions. On en parlera tout à l'heure. La banque, si elle n'est pas déclarée en faillite. Mieux, en 2017 où nous sommes là, monsieur le journaliste, l'actuel conseil d'administration, ils ont placé 4 milliards. Non? Toujours à la BIBE. À la BIBE, non. Alors là, si elle était en difficulté, elle était déclarée en faillite au moment où on a fait les placements, ceux qui sont là maintenant, là, ils ont fait 4 milliards. Donc, je me dis, et lorsque vous prenez les choses là, le montant que donne le conseil des ministres, bon, je ne sais pas si c'est le film où on dit que chacun a sa chanson. Voilà le point de placement effectué en 2014. Eux, ils parlent ici de la période de 2012 à 2015. Nous, notre premier placement a été fait le 17 septembre 2014. Notre premier placement à la BIBE. Donc, ce n'est pas en avril. C'est pas en avril. Et on parle de 17 milliards et quelques. Mais en tout cas, pour les points de déplacement tirés de la CNSS au moment où j'étais en fonction et que nous, en 2014, nous avons fait 3 milliards. Et en 2015, nous avons fait 13 milliards. Ça fait 16 milliards. Bon, la commission ici parle de 17 milliards 500. Ça c'est à vérifier. Donc, quand on voit ça là, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Métoyon. Mais ce qui me paraît bizarre. Ce qu'on retient quand même, c'est que il y a eu dépôt à terme à la BIBE et que toute la procédure a été respectée, c'est ça? Toute la procédure a été respectée parce que quand on finit, il y a toujours des rapports que nous envoyons. C'est-à-dire, quand on finit un conseil d'administration, mais c'est chaque membre du conseil qui signe. Et vous voyez des documents qu'on envoie au ministre pour rendre compte. Transmission relevée des délibérations du conseil d'administration. Pour le premier placement, là, c'est ça. Donc, tous les autres placements, nous, on rend compte. 10 jours après, si le ministre ne dit rien, ça veut dire que le travail qu'on a fait est bien. Est validé. Or, ici, on me dit que l'IGF, l'Inspection générale des finances, a fait une enquête. Mais j'ai fait 30 ans au ministère des Finances. Et c'est là où, tout à l'heure, quand vous me parlez du ministre Biochane, vous me parlez du ministre Koupaki et de Matisse, mais je m'étonne. Et c'est là où je dis que, mais il y a alors quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai vu Biochane, ministre. Il sait que l'IGF ne peut pas faire une enquête sans écouter les présumées mises en cause. Vous n'avez pas été écouté, c'est ça? Pas du tout. Personne ne vous a écouté. Personne ne m'a écouté. Or, je ne suis pas agent de la CNSS. Je ne suis pas porteur d'affaires. Vous avez constaté comment ça se fait. Et nous, quand on a été convaincus, on a un taux. Chacun signe. Et je signe aussi en tant que président. Et ce n'est pas ce rapport qui va à la BIBE. Ce qui va à la BIBE, c'est la décision que nous avons prise, l'exécutif, la direction qui fait le travail. Nous, on ne se rend compte de l'effectivité du travail que quand on a d'autres placements et qu'on voit que les fonds à la BIBE ont été versés. Donc à l'heure où je vous parle là, à l'heure où je vous parle, quand nous, on partait, la situation jusqu'au 25 novembre 2016, c'est 15 milliards qu'il y avait en tout cas sur le tableau, et ainsi de suite. Et dites-vous, mais avant qu'on ne parte, mais la BIBE doit avoir versé des intérêts de plus d'1,5 milliard. À l'État béninois? À la CNSS. À la CNSS. Mais bien sûr.
qui a perçu les intérêts. Alors là, pourquoi on veut soulever tous les actionnaires, en tout cas, tous les travailleurs de la CNSS, on veut soulever les retraités de la CNSS pour dire que j'ai fait perdre 10 milliards à la caisse. Donc vous voulez dire qu'en percevant des intérêts, la Caisse nationale de sécurité sociale... mais bien sûr, c'est à un taux de 6,80%. Mais je poursuis cette histoire de Biotchane Docha, de Koupaki. Mais voilà des ministres que j'ai connus et qui connaissent ma moralité. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Biotchane, un jour m'appelle, il dit, Monsieur Métonnion, je sais que si je vous donne de l'argent, vous allez refuser. Mais est-ce que vous pouvez m'autoriser au moins à vous donner de tickets valeur? Il est là, il doit pouvoir dire ça. Biotchane doit pouvoir dire, quand il était ministre, j'étais chef des marchés publics. Il n'a jamais eu une plainte. Que j'ai été de connivence même avec un entrepreneur. Koupaki est passé. Mais il a dit qu'on a causé, par exemple, où je l'ai pris un franc, ou bien j'ai discuté de quelque chose avec la tête des travailleurs. Et Mathis, mais j'ai pris service avec elle. Je suis son doyen. Mais elle connaît ma moralité. Elle ne pouvait pas dire au moins comment. Non, pour ce dossier-là, il faut que ça passe, que je le connais. Hein. Ça m'étonnerait. Même l'actuel ministre, là, Wadaï, il m'avait appelé dans son bureau, non? Il pensait qu'il pouvait m'intimider. Non, pas m'intimider. Il pouvait, moi, me faire tourner pour l'argent. L'argent n'est pas... J'ai besoin d'argent, mais je n'ai pas besoin de n'importe quel argent. Oui, mais vous n'êtes pas apporteur d'affaires, monsieur Laurent Métonnion. Mais pourquoi vous percevez alors des commissions à hauteur de 71 millions? Vous les avez partagées avec qui? Bon, le Conseil des ministres ne dit pas que j'ai été... que c'est pas qu'il y a 11 millions. Il dit que 11 millions ont été partagés à des... Attends, il faut qu'on les lise bien. Entre les responsables et à titre de commission. Au profit des dirigeants de la CNSS. Dirigeants, oui. Vous étiez le président du conseil d'administration, donc l'un des dirigeants. Non, je ne suis pas l'un des dirigeants. Nous, on est au contrôle de la gestion de la votre nom a été cité. Oui, mais c'est ça où je pose le problème. Parce que, qui a pris les 71 millions? C'est Méméton Laurent, c'est le DG qui a négocié les taux. C'est peut-être les choses à éclairer après. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais au moins, l'IGF qui a fait le travail devrait écouter. Avant qu'on ne cite mon nom, en premier lieu, parce que le président du conseil d'administration n'est pas le seul qui signe pour autoriser la direction à faire les placements. Et je me dis, lorsque vous connaissez la moralité de quelqu'un et qu'on est en train de poser un problème, vous devez vous dire d'abord, creusons un peu mieux. Oui, mais la moralité, c'est à l'épreuve, hein, qu'on découvre davantage la moralité. Mais c'est ça que je vous dis. Oui. Je ne parle pas de moi-même, mais je vous dis déjà que ces trois ministres-là, moi, je les ai connus. Et le cas que je vous ai cité, si ma moralité était douteuse, je serais là à Paris aussi prendre les sous ou bien prendre les choses là quand il m'a appelé. Donc. Lui doit pouvoir dire, Monsieur le Président, ce monsieur-là, je le connais un peu, hein, en tout cas pour ce que j'apprends ou je sais de lui là. Non, attendons un peu pour voir clair. Mais c'est sûr, on verra clair. Puisqu'on a dit que la poursuite judiciaire, non. Oui. Bon, d'accord. On va alors dire, maintenant, au fond, qui a pris les sous? Celui qui a pris là, à qui et qui il en a donné? On verra bien. Mais sans l'avoir dit, la présomption d'innocence, et on met sur, comme vous l'avez dit là, je fais la une en mal de tous les journaux et dessus tous les réseaux sociaux. On est allé jusqu'à dire que hier là, qu'on m'a arrêté. Oui. Avec mes enfants, ou avec l'un de mes enfants à Grand Popo. Sur d'autres réseaux, c'est plutôt à Ila Kondi qu'on m'a arrêté de suite. Pourquoi on est en train de faire accepter, de faire avaler mon arrestation par le show là? Je pensais que c'est quoi? C'est une manière de préparer votre... Voilà, c'est une manière de préparer l'opinion. Or, c'est ce genre de truc, je l'ai déjà subi 3 fois dans ma vie. En 90, c'était le même cas. J'étais le président de la coordination des comités d'action qui menaient le combat. On m'arrête, on me transfère à Pierre Maléjo, Maître Robert Dossou qui était le président du comité préparatoire de la conférence, parce que les travailleurs marchaient tous les jours et demandaient ma libération. Il dit qu'on ne m'a pas arrêté pour une affaire politique, mais que c'est pour le droit commun. Parce que j'aurais dit de violer tous ceux qui viennent, tous les briseurs de grève, et de brûler les engins. Et il ajoute même que j'étais déjà présenté au procureur. Mais heureusement, le directeur de l'ORTB en ce moment, parce qu'il disait que c'était enregistré.
le directeur d'entretien là, et là, je le remercie toujours parce que, donc quand je suis en vie devant toi là, c'est grâce à un certain Nicolas Bénon. Sinon, on m'aurait tué dans des trous à Pierre-les-Malédio. Qui dit non, nous avons la cassette. C'est Nicaise Miguel qui a tourné la cassette. Si vous voulez, camarade ministre, puisque en ce moment on était encore dans camarade, on va vous amener la cassette. Mais il dit qu'on m'avait déjà présenté au procureur. Jean-Baptiste Mossi, je lui dis merci aussi aujourd'hui avec ses substituts, ces 2 femmes substituts en ce moment-là. Mais Jean-Baptiste monte au créneau, dit mais que lui ne connaît aucun travailleur du ministère des Finances du nom de Maître Laurent. Et qu'on ne m'a pas présenté à lui. Tu sais, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Tawes vient m'extraire à Pierre-les-Malédio. On me présente au commissariat central à un commissaire du nom de Antoine Azoumé. C'est lui qui m'envoie chez le procureur, on me libère. Mais le jour-là, si tu me vois, tu vas pleurer. Parce que les 2 femmes qui étaient avec Jean-Baptiste Mossi ont coulé des larmes. Ça, c'est un cas, ça. Le second cas, c'est avec les Serrans et autres, là, en 2006. Toujours parce que je disais qu'il y avait l'argent pour organiser les élections. Qu'on ne peut pas faire le couplage, tout ça, là, avec le directeur de la douane d'antan. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce type? Il faut l'envoyer en prison. On monte un coup avec mon collaborateur. Tu sais de combien cette fois-ci? 300 000. 300 000 francs? Voilà, 300 000 francs. Que j'aurais fait faux usage de faux en signant à sa place pour prendre les primes de travail au niveau de l'OPT. Dis donc. On m'a présenté, moi je pensais que c'était une blague. Mais je dois encore remercier Mandodé. Aujourd'hui, il était procureur. Il dit, mais quelle est cette histoire? Avec le rapport que je vois là. Mandodé m'a libéré parce que c'était un canular. Juste parce qu'on voulait placer mon collaborateur là comme directeur. Donc vous pensez que c'est le même coup qui reprend aujourd'hui, je ne peux que voir la même chose. Mais je vous dis, même en 2001, je suis allé peut-être, il n'y a pas de cela. Mais ça là, c'est une demande d'explication que je garde toujours avec moi. Pour prouver que les gens là, je ne sais pas pourquoi chaque fois quand... Est-ce que je dirais même plus que certaines personnes. Mais quand ils veulent là, ils montent des coups contre moi. Ça là, c'est une demande. Bien, tu allais peut-être à oublier. C'est sous lui. Il a autorisé son directeur de cabinet, Patrice Nadjor, à m'envoyer, et on a mis MFE à titre de compte rendu, où on me dit que moi j'ai autorisé quelqu'un à payer une entreprise. Dis donc. Et je lui dis, on me dit de répondre dans 3 jours. Je dis non, je réponds séance tenante. Vous n'allez pas partir et après vous avez dit que j'ai cherché des preuves quelque part. Je vais vous lire le mot, je vais lire au public alors ma réponse. Pour qu'on sache ce que je souffre dans... Je dis, la première demande d'explication de ma carrière. Pour la question, je dis ceci. Je suis surpris, et alors très surpris, pour les raisons suivantes. 1. Je ne suis pas l'ordonnateur du budget général de l'État. 2. Je ne suis pas la DGTCP, parce que c'était Mathis Ansomala qui était la directrice. Je ne suis pas non plus un chef de M. Gozoumet. C'était le régisseur. Alors, pourquoi l'autoriserais-je, et ceci verbalement encore, à payer une dépense quand en la matière, il faut une réquisition écrite de l'ordonnateur au comptable? Mais de cette situation, voilà ce que j'ai dit, et ça, je le dis aux collègues autant de fois que des usagers en activité comme à la retraite défilent dans mon bureau pour des interventions. Et effectivement, quand j'étais au ministère, et Bio Tchané même le sait parce qu'il a dit qu'il faut mettre à la direction des marchés publics pour être bien. On lui a dit, si tu veux quelqu'un de bien et d'intègre, ça là c'est Laourou qui l'a dit, Grégoire, il vit, on peut aller lui poser la question. Celui qu'on peut mettre là, et on est sûr qu'on aura du bon travail, il s'appelle, mettons, Laurent, mais il est syndicaliste, je ne sais pas s'il va accepter. Or, dans nos statuts, vous pouvez être chef de service, vous ne pouvez pas être directeur nommé en conseil des ministres. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voulait alors monter contre moi en ce moment-là? Quand les gens viennent, je pose des questions aux gens pour dire, bon, il y a telle chose là, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Donc, j'ai dit, Monsieur Gozoumet, qu'est-ce que tu peux faire pour cette dame qui dit que les travaux sont achevés, la réflexion provisoire prononcée et qu'elle a des problèmes d'argent? Réponse de Monsieur Gozoumet. Tu sais que l'avenant n'est pas encore signé, donc je ne dis plus rien. Et j'ai répliqué pour dire, c'est très bien, je suis très content de toi. Tu es un bon comptable, parce que sa réponse était juste. Oui. Alors, ces propos ont été confirmés devant le DGML et pourront l'être à tout moment.
Mais dans cette situation, je tiens à dire ceci. Les procès d'intention, les intrigues ou les mensonges, je les combats jusqu'avec le dernier souffle qui me reste. Je pense et j'espère qu'on n'ira pas chercher une aiguille dans un paquet de foin dans cette situation en ce qui me concerne. C'est la même chose. Je mènerai le combat pour ce salaire-là jusqu'avec le dernier souffle qui me reste parce que je veux savoir quand est-ce qu'on m'a dit d'abord qu'on a été porteur d'affaires, on a eu soit 11 millions et on m'a remis quelque chose. C'est possible, hein. Moi je peux dire que c'est possible que déjà j'ai pris des choses. Parce que en votre nom, c'est ça? Non, mais pas mon nom. Puisque on ne m'a pas dit qu'on est allé décharger quelque chose pour toi, là-bas. Donc, je ne parle que de moi et des membres du conseil d'administration parce que lorsque nous finissons de faire le travail, nous, on a donné la décision. Qu'est-ce qui se passe après? Personne ne peut le savoir. Nous, on ne peut pas le savoir. Mais pour ce qui me concerne, là, ce que j'ai pris là, c'est ça qu'on doit venir me montrer maintenant. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes l'objet d'intrigue, Monsieur Laurent Metognon? Qui est-ce que vous dérangez autant pour qu'on veuille nuire à votre moralité? Je vous ai donné le cas de 90 maintenant. Oui. Mais j'étais le président de la coordination des comités d'action. Je vous ai donné le cas de 2006. J'étais le secrétaire général. Et la situation telle que le combat se menait, on connaissait la trésorerie. Et maintenant, vous êtes? Je suis tout le secrétaire général de la chose, vous ne pouvez plus connaître quoi que ce soit. Parce que ce qui se passe là, les travailleurs sont même inquiets parce qu'on te dit, c'est toi seul qui as l'information, si jamais ça sort, on va te tuer. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Oui, mais Monsieur Laurent Metognon, la Caisse nationale de sécurité sociale, après votre gestion, est-ce que vous en savez encore quelque chose? Vous savez comment ça fonctionne maintenant ou bien vous avez tout laissé tomber? Non, j'ai été président, j'ai passé service et je peux vous dire même que le rapport que nous avions déposé, parce que quand nous on a fini, on a déposé un rapport de fin de mandat du 12 septembre 2013 au 25 novembre 2016 à la présidence. On l'a déposé au PCA entrant, au ministre de tutelle, la fonction publique, oui. Le directeur de la chose là et tous les administrateurs ont leur copie. Mais on a fait de bon travail, eux-mêmes ils ont dit. Parce que si on prend par exemple sur le marché financier, c'est-à-dire tout ce qui est émission d'emprunt obligataire, nous avons fait 166 milliards 259 560 000. Mais ça là, c'est des intérêts que ça apporte. Et ici, c'est bien même dit, certains placements ont été réalisés avec des rétrocessions qui constituent des produits exceptionnels pour la caisse. Ça là, on sait ça. Des rétrocessions pour la caisse. Pour la caisse, c'est dedans. Pas pour des individus. Pas pour des individus, c'est dans le rapport. Et lorsque vous voyez sur le marché monétaire, on a fait plus de 113 milliards de placements avec des taux très très bien, 6,40 à 7%. Oh, je vous dis que... Donc en fait, il y a beaucoup d'argent à la Caisse nationale. Mais il y en a. Il y a beaucoup d'argent. Il y a les placements dont on parle là. Pourquoi on s'intéresse que seul à la BIBE? On a fait dans ces 13 banques dans lesquelles parce que la BIBE est une banque la BIBE ayant des problèmes. Et le Conseil des ministres, Monsieur Metognon, le Conseil des ministres a dit clairement que vous saviez que la banque, la BIBE avait des difficultés puisqu'il y a un rapport de la commission. Non, le rapport qui est en notre possession, on a dit que la restructuration telle qu'elle a été faite, que la BIBE devrait pouvoir marcher. Mais et si la banque devrait pouvoir bien marcher, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Mais si cette banque ne marche pas, je vous dis, monsieur Donclave, camarade monsieur Donclave, que la nouvelle équipe qui est là a fait un placement de 4 milliards tout récemment, non? Toujours à la BIBE? Mais toujours à la BIBE, non? Mais il y a... Attends, tout ce qui a été fait comme emprunt obligataire aujourd'hui pour le Bénin, quand la chose... Où est-ce qu'ils ont fait des décrochages? Ça peut être que dans les banques. Donc, du coup, le problème réel, 71 millions là, on a dit que c'est les porteurs d'affaires. Donc, on veut aussi dire que Laurent Metognon est porteur d'affaires. Est-ce que vous l'êtes? Comment il peut être porteur d'affaires? Vous n'avez pas vu la correspondance qui a envoyé ceux qui doivent aller négocier au-delà. C'est ça que l'enquête préliminaire devait déjà dire. L'inspection qui a fait l'enquête devait déjà savoir si j'ai été porteur d'affaires. Et combien on m'a donné? Ou bien combien on a donné aux administrateurs? Les gens pensent que c'est le président du conseil d'administration, seul et le directeur qui font les placements, qui décident des placements. Non. Même dans la politique de choix là, on a dit que si c'est 1 milliard
que le directeur et le PSA peut le faire. Mais nous, on a toujours fait conseil d'administration. D'accord. Dernière question avant d'ouvrir nos antennes à nos auditeurs. Monsieur Laurent Metognon, est-ce que depuis que le Conseil des ministres a annoncé des poursuites judiciaires, est-ce que vous avez été inquiété? Mais comment voulez-vous que je sois inquiet lorsque je sais... Est-ce que vous avez été inquiété? Est-ce qu'il y a eu des démarches? Non, inquiété jusque-là, non. Mais sur les réseaux sociaux, la ruse et la rage a inondé tous les réseaux sociaux et chacun y va de son imagination. Et ce qui me gêne, avant même que le compte rendu ne sorte et ne soit mis à la disposition du public, mais c'est Malik Gomina qui avait déjà écrit. Peut-être qu'il est à la source de l'info, peut-être qu'il sait... Il a assisté à leur conseil des ministres. Peut-être qu'il est informé. Vous savez qu'il y a des indiscrétions partout où il y a des conclaves. Donc il y a alors des gens qui ont intérêt à ce que déjà Mettion Laurent, qui n'a pas été écouté, Mettion Laurent, qui n'est pas encore inculpé, qu'on puisse dire qu'il a fait perdre 10 milliards à la caisse. Et que ça peut risquer que les retraités n'aient pas leur pension. Mais c'est dangereux ça. Vous ne voyez pas que c'est grave? Mais comme je suis déjà habitué, je vous ai lu cette lettre cette demande d'explication tout à l'heure. On dit que moi j'ai autorisé quelqu'un à payer. Dis donc, alors que je ne suis pas directeur. En 90 déjà, avant la conférence, on a dit qu'on m'a arrêté, j'étais à PLM, on a dit qu'on a trouvé dans ma chambre 500 000 francs de tickets valeur et 5 millions. Que c'est ça que je partageais aux travailleurs pour faire grève. Donc je suis habitué à ça. Vous êtes habitué. Je suis habitué. D'accord. Sur le 64 44 02 44 ou sur le 66 75 72 72, nous allons prendre quelques auditeurs. Monsieur Laurent Metognon, vous prendrez note des questions et puis après, on pourra trouver quelques réponses. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Donclam. Voilà, vous êtes en direct de prénom, question. Vous allez poser vos questions directement. Salut à ton hôte, Laurent Metognon, que je respecte, une figure de pro dans la lutte contre la corruption et l'impunité dans notre pays qu'on ne présente plus. Question maintenant. Je vous félicite, monsieur Laurent Metognon, pour le combat qui est le vôtre et tout ce que vous faites pour cette république-là. Cela dit, déjà, quand cette accusation est lancée, affûté sur les réseaux sociaux, je faisais partie des nombreux concitoyens qui ont mis en doute votre honnêteté, enfin, pas du tout, mais qui ont mis en doute cette manière de vous accuser, cet acharnement qui ne dit pas son nom. Et j'ai dit jusqu'à preuve du contraire, moi j'attends que les preuves soient rapportées pour accuser véritablement Laurent Metognon que je connais hier, aujourd'hui et demain. Alors, voici donc sur le plateau aujourd'hui, face à l'opinion, pour dire votre part de vérité. D'accord? Mais déjà hier... Oui, Jean Bouton, s'il vous plaît, on va gagner du temps. Vous allez poser directement vos questions à M. Laurent Metognon. C'est très important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est celle-ci. Dites-nous encore une fois, la main sur le cœur, s'il est encore possible d'espérer quelque chose de bon de ce gouvernement dont le fonctionnement dégage une forte odeur d'acharnement et un musellement des libertés individuelles et collectives pour restaurer l'espoir de ça que sa venue a suscité. Deuxième élément, que comptez-vous faire pour laver votre honneur face à un gouvernement qui a les moyens, qui a des cartes en corps, des cartes en main pour faire échec à ce genre de procédure? D'accord. J'ai suivi vos opinions, votre opinion sur le deuxième gouvernement qui a été formé par des décrets, dont un avenant. Alors, je voudrais vous demander également à ce niveau, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faille faire maintenant pour faire plier ce gouvernement qui ne recule apparemment devant rien, qui fonce droit dans le mur? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour faire reculer un tel gouvernement? Je vous remercie. Merci Jean Coton, merci beaucoup. Un deuxième auditeur en ligne, bonjour. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis à Natitengou. Ah, vous êtes à Natitengou? Oui. D'accord. J'ai eu l'opportunité de connaître le roi de Tassa Kassé. Eugène, s'il vous plaît, vous allez poser vos questions et on va avancer. Bien sûr. C'est parce que je suis le www.soleil.fm. D'accord. Monsieur l'invité, vous ne pouvez pas savoir comment je tremblote. Si vous, ça vous arrive, et nous autres, moi je prends mon cas, l'ami du gouvernement, qu'est-ce qu'ils feront de moi? Eugène,
C'est votre Oui. question? Est-ce que c'est votre question? C'est ma première question, D'accord, monsieur. allez-y, pour la deuxième question. Je m'inquiète, un, pour lui, sa sécurité, deux, sur ma personne. D'accord. Deuxième question. Oui. Deuxième question. Monsieur l'invité, quand c'est comme ça là, qu'est-ce qu'on fait finalement? On continue par combattre ou bien, bon, on lâche les armes pour leur permettre de faire de nous du poulet rôti et du vin, du D'accord. champagne. Merci Eugène Ragnon. Non, Eugène, s'il vous plaît, on va pas continuer. On va prendre un autre auditeur très rapidement. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, monsieur Dokan, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct. Je réponds au nom de Dieu. Mon nom c'est Dieu Donné Rosseno. D'accord, Je Dieu vous appelle de Podi, précisément Podi avec Bago. Monsieur Maître, bonjour. Bonjour. J'ai deux questions pour vous. La première, je voudrais savoir, peut-on avoir la paix en tant que défenseur des droits dans ce pays, le Bénin? La deuxième question, dans ce même pays, le Bénin, il est organisé un concours afin de recruter des Béninois au profit du ministère de l'économie et des finances. À l'annonce, il a été demandé 38 à 39 ans comme limite d'âge. Après le dépôt des dossiers, les organisateurs se sont revus et ont maintenant exigé 32 ans. Du coup, des milliers de Béninois ont été recalés pour ce concours-là. Mais jamais les frais de quittance n'ont été retournés à ces participants-là. Nous sommes dans quel pays? Je voudrais savoir de vous prononcer sur ce problème-là. Je ne sais pas si vous êtes intéressé, vous êtes informé. Sinon, depuis un moment, on n'a jamais entendu un son de cloche pour pouvoir nous donner quoi que ce soit comme explication. J'en ai fini. D'accord. Merci et bon dimanche à vous. Merci, très bon dimanche à vous. Vous aurez les réponses tout à l'heure. Nous allons prendre notre appelant. Mohamed, oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Sébastien Yokoso. Je vous appelle de Cotonou à Miseba où je ne vous écoute plus. D'accord, Sébastien. Oui. Bon. Et ma première question, monsieur Métoyon, dans un pays normal où nous avons la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel, il y a une radio qui émet sur la fréquence d'une autre radio. Et depuis plus d'un mois, rien n'est fait dans ce sens-là. Et nous qui sommes auditeurs de radio, nous n'écoutons pas. Est-ce que c'est sérieux? Nous sommes encore dans un pays responsabilisé. Deuxième question, RAVIP. Et on a dit que ça, l'outil-là, c'est un outil performant qui peut nous servir à faire tout. Voilà, on dit que les gens peuvent s'enregistrer sur témoignage. Alors là, vous voyez, si on enregistre les gens sur témoignage, ça veut dire que ce n'est plus fiable. Parce que je peux amener un Togolais et faire tout pour le faire enregistrer, il va devenir béninois. Est-ce qu'il n'est pas bon de faire d'aller refaire le RAVEC pour donner de l'acte de naissance à tout le monde avant de lancer cet outil-là? Et pour finir, vous savez, le RAVIP, c'est dans des arrondissements. Et il y a des arrondissements qui sont à 2, 3, 5 kilomètres des villages, des quartiers des gens. Est-ce que les vieillards, les femmes enceintes vont prendre ces médicaments pour pouvoir aller à s'enregistrer? Est-ce que ça va nous donner quelque chose de fiable demain? Les gens ne vont pas, ça ne va pas revenir comme la lépine. Voilà. Je vous remercie, c'était Merci Sébastien. beaucoup. Merci Sébastien. Le tout dernier que nous allons prendre maintenant pour donner 10 minutes à peu près à monsieur Laurent Métagnon pour la réponse. Oui, tout dernier. Bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct sur Soleil FM. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y. Je m'appelle Gildas Tchégine Nungo depuis Porto-Novo. Oui, Gildas, vos questions. Oui, je n'ai que deux questions à poser à votre invité. Oui. Et pourquoi dans ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas, et on dit là, on te déclare même pas, et on te considère comme opposant? Ça passe. C'est votre cas? On attend. S'il y a un concours qui est annulé, on attend. Mais quand quelque chose est réorganisé, on n'en fait rien. Soit ça serait réorganisé, ou bien il devait nous retourner nos frais de quittance en temps normal. Pourquoi ça ne se passe pas ainsi? D'accord. Merci, cher ami. Très bonne journée à vous. Monsieur Laurent Métagnon, nous revenons en studio. Vous avez une dizaine de minutes à peu près pour essayer de répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Merci. Je vais répondre de façon globale et non individuellement. Moi, je pense que le pays dans lequel, lorsque vous n'avez pas le même langage que le pouvoir, on vous déclare opposant, c'est un pays où le citoyen doit pouvoir se lever et parler, où le peuple doit pouvoir dire nous
nous n'avons pas élu quelqu'un pour qu'il devienne un Dieu pour nous, celui qu'on doit adorer. Donc, le peuple étant souverain, c'est lui qui décide de ce qui doit pouvoir être fait. Lorsque vous battez et que des choses comme ça vous arrivent, est-ce qu'il faut s'arrêter? Non, il ne faut pas s'arrêter. Mais la belle preuve, quand on dit qu'il y a certains qui sont à la retraite et de suite, mais le problème, c'est un problème de liberté fondamentale. Lorsque l'auditeur dit que lui, il est à Cotonou et qu'il n'arrive plus à entendre, à nous écouter, ça veut dire que quelqu'un a intérêt à ce que la seule radio qui peut émettre et donner des opinions contraires, il faut pirater. Et comme le disent les juristes, je ne suis pas juriste, mais dis-moi qui profite le crime, je te dirai qui est le criminel. Ça là, c'est aussi clair que ça. Alors, que doivent faire alors les auditeurs? Au lieu que les auditeurs s'indignent dans leur maison pour dire qu'il y a ci, il n'y a pas ça. Mais la seule solution d'abord, c'est la rue pour aller devant la HAC. Vous allez pas appeler les gens. Les gens doivent aller. Les rues, monsieur Métognon. Non, monsieur Donclam, Oui, je te comprends. Non, il n'y a rien à comprendre. Non, moi, je vous laisse. Jusque-là, je vous ai laissé parler, sans oui, problème. Je dis que je vous comprends. Oui. Parce qu'on ne va pas faire de votre radio ce que les gens disent, voilà, pour que ça soit la raison maintenant pour pouvoir fermer. Merci de comprendre. Exactement, c'est ça. Merci de comprendre. Mais ce que je dis, c'est ce que font les hommes partout dans le monde entier. C'est ça la souveraineté. Les auditeurs ne doivent pas rester dans leur coin pour dire qu'ils n'entendent pas. Mais ils doivent pouvoir aller chercher. Vous pensez que c'est le directeur de le président de la HAC là, il connaît grand chose peut-être? Je ne pense pas. Non. C'est ça la concentration du pouvoir. C'est ça le pouvoir de quelqu'un. Vous voulez dire qu'il ne sait pas grand-chose de la situation que vit Soleil FM, c'est ça vous voulez dire? Il n'en sait rien ou il fait... Quand je disais tout à l'heure, vous pensez que nos institutions... J'ai dit quelque chose à une station, je ne sais pas, à Canal, la dernière fois, les gens ont rigolé. Lorsque je vois une institution respectueuse de mon pays, où on dit que lorsqu'elle juge en dernier ressort, plus personne ne doit pouvoir en parler. Quand je vois son président taper la poitrine du président de la République comme s'ils étaient dans une chambre, mais c'est pas bien. C'est des accolades. Ça là, c'était pas accolade, non, là. Mais c'est des amis, c'est pas des ennemis. C'est pas des ennemis, c'est des êtres humains. Là, ils doivent pouvoir nous prouver au moins qu'il y a une séparation de pouvoir. Déjà dans les gestes, c'est ça? Dans les gestes aussi, on doit pouvoir l'avoir. Oh, ce n'est pas ce que moi j'ai constaté. C'est mon point de vue. Donc, du coup, lorsqu'on est à ce niveau, c'est le peuple qui agit. Il ne reste pas là impuissant. Du tout, alors. Et la paix. Mais, attends, on n'est plus à l'aide de... Quand on te dit que quelqu'un te tape la joue gauche, là, il faut tendre la main droite. Ça, ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Quelqu'un te tape la joue gauche, il t'a provoqué. Il t'a provoqué. Donc, il faut réagir, c'est ça? Mais si tu ne réagis pas, dis-lui, trouve au moins les moyens pour dire que nous sommes des égaux et tu n'as pas alors de faire ce que tu fais. Or, je constate aujourd'hui que quelqu'un seul veut tout avoir. Et il a dit, le président dit que lui, il pense d'abord à lui-même. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il pense d'abord à lui-même, mais ça veut dire que c'est après, quand il a le temps qu'il s'occupe de vous, il veut nous prendre tous comme ses ouvriers. Moi, je ne peux pas accepter en tout cas. Moi, je dis non. À plus de 60 ans, je dis non. Et la paix, pour l'avoir, on dit, venez, on va s'asseoir. Il n'y a pas à mépriser quelqu'un dans ce sens-là. On constate qu'on nous méprise. Le peuple est méprisé. Donc, du coup, quand vous écoutez les gens individuellement ce qu'ils disent, il vaut mieux qu'on s'asseye vite parce que le jour, ça va éclater. Moi, j'ai peur. Et c'est ça que je ne veux pas du tout. C'est comme le dirait Monseigneur, qu'aucun bain de sang ne nous emporte dans leur flot. Et pour l'éviter, il faut qu'on aille aux états généraux. C'est ça. C'est ceux qui sont généreux qui proposent ça là. Alors, pour les concours, bon, on nous a promis 100 000 emplois par an, non? On a déjà fait plus de 18 mois, non? On doit pouvoir nous faire le bilan. On doit pouvoir nous faire le bilan. On a quand même recruté. Oui, mais on a dit 100 000. On a dit 100 000. Mais voilà par exemple quelqu'un qui s'offusque de ce qu'on a déjà fixé les règles au départ. Et en cours de chemin, on change les règles.
Ça pose problème. Qu'est-ce qui a fait changer la règle? Est-ce qu'on l'a expliqué aux postulants? L'auditeur même dit que lui, on ne l'a pas remboursé les choses-là. Or, aujourd'hui, manger, c'est difficile. Allez au campus pour voir comment nos enfants sont en train d'être maltraités. Vous n'êtes pas dans des amphis où vous vous asseyez sur des briques. Or, on dit, pour tuer un pays, un peuple, si vous vous attaquez à l'éducation, vous avez réussi. Or, aujourd'hui, quelle est l'éducation qu'on donne? Je ne veux même pas aller chez leurs professeurs et autres là, avec leur dernière chose là. Donc, la hack, est-ce que c'était même pas ce qu'ils avaient déjà commencé pour vous chasser même de Koto là, pour venir à Djefa? Avec ce là. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. J'ai lu, je ne sais pas dans quel pays où il y a eu quelque chose au niveau de ce là. En Guinée. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? En Guinée. Les Guinéens sont plus chauds là que nous. Nous, on est des sous-hommes. Pourquoi on s'offusque lorsqu'on dit aux gens, mettez-vous dans la rue et allez vous battre? Pourquoi on va traiter ça que ces choses-là? Pourquoi les gens peuvent du thème? Ça là, dans la charte même universelle des droits de l'homme dans la charte africaine, l'insurrection populaire, c'est comme ça que c'est écrit. Mais c'est pas l'idéal. Vous savez très bien que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'il faut aller aux États généraux. C'est pour ça qu'on propose les États généraux pour ne pas aller là-bas. Parce que quand on va là, il y a nécessairement du sang qui coule. Alors là, qui a intérêt à ce que le sang coule? Si ce ne serait pas celui-là qui dit, c'est moi seul. Si toi tu veux hausser la tête là, moi je suis lacustre. Le poisson, lorsqu'il veut monter la chose que vous ne voulez pas là, vous tapez, il va en bas. Donc, quelqu'un qui veut aussi quand même faire chose là, on l'accable, on l'acharne, on s'acharne sur lui. Vous ne pouvez pas développer un pays seul. Nous, le Parti communiste, nous avons toujours dit et écrit qu'il faut une bourgeoisie nationale patriote pour amorcer le développement. C'est eux qui ont les moyens. Une industrie, tout ça là, c'est eux qui peuvent le faire. Monsieur Laurent Métognon, nous allons atterrir lentement. On a encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions auxquelles vous voulez apporter des réponses par rapport à nos auditeurs, ou vous avez parcouru toutes les questions déjà? Non, il y a un auditeur qui a dit que jusque-là, il espère que tel qu'il me connaît, que lui, il a foi. L'essentiel, c'est que les gens mettent les preuves. Mais qu'on n'aille pas fabriquer des preuves. Vous prévenez, c'est ça? Qu'on n'aille pas fabriquer des preuves. Contre vous? Ah, ça c'est clair. C'est possible? Mais c'est possible, on est en politique. Au niveau du FSP, les gens savent que je suis l'organisateur principal. Vous pensez que c'est une cabale politique? Les faits avérés, qu'on amène les preuves. Mais que ces preuves ne soient pas des preuves falsifiées. Parce que soit 11 millions là, c'est ici que moi j'ai entendu. En tout cas, c'est après le conseil des ministres que moi j'ai entendu ça. Et je ne peux pas aujourd'hui, lorsque je vois même qu'on provoque, notre dernière marche là, on a été provoqué. On a été provoqué à Datopa. Quand on était arrivé là, les gens simulaient un vol d'engins pour qu'on pense disperser les choses. Lorsqu'on est arrivé en face de l'église Saint-Michel, c'est des groupes fabriqués qui ont voulu s'interposer au là. Or, notre marche, notre était pacifique. Nous avions également nos éléments qui pouvaient nous encadrer avec la police. Mais ce qui était le plus dangereux, parce qu'on était dans le cas pour pouvoir parler dans le micro, arrivé à l'Unafrica, là, juste après l'Unafrica, après le concentration de suite. Mais c'est 3 pick-up de la garde républicaine qui est sorti en sens interdit et qui a foncé pratiquement sur la troupe. Mais pourquoi tout ça là? Lorsqu'ils fonçaient là, si des gens aussi les attaquaient, vous voyez qu'on aurait dit que voilà, ils veulent faire un coup d'état de suite. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que dans ce pays, les gens savent raison garder et qu'on aille aux États généraux pour régler votre conclusion, monsieur Laurent Métognon, je vous donne 1 minute 30 pour conclure cet entretien. Mon mot de fin, c'est un peu comme ce que je disais déjà au début. Je ne comprends pas que des ministres, des finances, ils sont 3 dans le gouvernement. Biochane, Koupaki et Mathis Adjat. Qu'on veuille ou pas, des gens peuvent douter de Métognon Laurent, mais pas eux. Pas eux.
au point où l'inspection générale des finances peut faire un rapport. On cible des gens sans les avoir écoutés. Et on publie leur nom. Moi, on ne m'a pas sali, hein, du tout alors. Du tout. Parce que mon âme n'a pas été salie jusque-là. Et si on profite de cela pour aller fabriquer des preuves, pour dire que dans 71 millions, mais c'est pas quoi là, j'ai pris des sous, alors là, bon, en tout cas, la justice fera son travail parce que je vous ai dit que en 90, Jean-Baptiste Monsi, il a fait du droit. Oui. Il a été libéré quand les gens ont fait cette cabale. En 2006, Manodé a fait également la même chose. Nous avons un nouveau procureur. Il va J'espère sûrement que faire la même chose. Togbono aussi fera la même chose. Merci d'avoir donné tous ces éclaircissements. Le peuple en avait besoin par rapport à cette affaire agitée par le Conseil des ministres. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, qui ont participé à cette émission. Merci à l'équipe technique de Soleil FM. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, sur un autre numéro de votre émission Sans langue de bois. Ce sera toujours Sans langue de bois. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez dans la dure épreuve de piratage de notre fréquence, la 106 FM. À très bientôt pour d'autres luttes.